Déjà, bienvenue à tous. C'est super qu'il y ait un petit peu de monde, aussitôt. Comme tu l'as dit, Anto, c'est le deuxième collaboration, le club Cobalt, après l'atelier pitch qu'on avait fait avec Maya. Il y a quoi? Il y a un mois, je dirais, à peu près, un mois et demi, où on avait appris un petit peu à pitcher notre activité. Donc, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand on a cherché un deuxième sujet à aborder sur le deuxième événement, je sais pas, l'éco-responsabilité, c'est un thème qui est revenu assez rapidement. Et puis, comme l'a dit Anto, c'est vrai il y aura 10 conseils, mais il y en aura peut-être plus justement parce que l'idée de ce webinar, c'est qu'il soit participatif et que tout le monde puisse donner un petit peu son avis et que tout le monde puisse donner un petit peu ses conseils en termes d'éco-responsabilité, d'écologie, sachant que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, je pense qu'on l'est tous à des degrés différents et je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé au premier événement avec Maya, justement, l'événement pitch qu'on avait fait chez Canon. C'est que tout le monde a eu l'impression en partant d'avoir appris quelque chose. Et c'est exactement l'objectif de cet événement aussi. Moi, je suis le fondateur de l'association Le Club, qui est une association qui organise pour le moment des micro-événements à Poitiers qui sont liés au sport, à la culture, à l'entrepreneuriat, à la gastronomie, toutes ces choses qui nous concernent un petit peu tous, et toujours en lien avec des commerçants et des acteurs locaux. Et à ce propos, j'ai même créé en fait un partenariat d'adhésion avec les commerçants locaux. Donc, quand vous êtes membre de l'association, vous bénéficiez de réductions tous ces acteurs locaux. Donc, ça peut être des commerçants, ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des entrepreneurs qui font de la photo, qui font de la vidéo. Bref, c'est tous ces gens-là qui dynamisent un petit peu la ville de Poitiers. Et le club, c'est ça, en fait, c'est rassembler et fédérer des gens autour de passions qui nous touchent un petit peu tous de près ou de loin. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour échanger tous ensemble et puis qu'on passe une heure à apprendre des choses et voilà, de manière bienveillante. Voilà, l'objectif, c'est de passer un bon moment. Donc, je vais laisser la parole à Cassandra. On va faire la transition numérique petit à petit. Et voilà, Cassandra, parole est à toi. Merci Quentin. Donc bonjour à tous. Donc comme Anthony l'a dit au tout début, je suis chargée de mission sobriété et responsabilité numérique. Bonjour Philippe. Donc au sein du SPN, donc, qui est le réseau des professionnels du numérique sur le Poitou-Charentes. La question de la sobriété numérique, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, notamment par rapport à l'impact que le numérique peut avoir sur l'environnement. Pour le coup, par rapport aux missions que je mène avec le SPN, il y a tout un accompagnement qu'on établit pour les entreprises adhérentes pour tout d'abord les sensibiliser, les accompagner sur une montée de compétences et aussi les former à de nouvelles pratiques, à de nouvelles compétences qui est pertinent d'avoir aujourd'hui, notamment par rapport à une future législation qui commence à se faire sentir, notamment avec la feuille de route numérique responsable qui a été signée en octobre dernier à la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a pas mal de discussions au sein du gouvernement pour parler de la réduction des impacts du numérique, que ce soit sur l'environnement, mais aussi sur les impacts sur la société, sur l'accessibilité pour tout le monde, sur l'inclusion pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez large. Et aujourd'hui, je pense que la sobriété numérique touche aussi tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre une activité, puisque le numérique aujourd'hui fait partie de nos vies, c'est transversal. Donc on doit prendre en considération l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement. Voilà. Ok. Bon, c'est une bonne introduction, je trouve.
Euh, alors en fait, on a divisé un petit peu le webinar en plusieurs parties on va bien sûr aborder voilà, on a fait un petit listing des différentes choses que l'on peut faire quand on est, pour devenir un petit peu plus éco-responsable. On va voir aussi un petit peu les axes, les axes principaux justement qu'on va aborder et pourquoi en fait, comme tu l'as évoqué un petit peu, Cassandra, pourquoi c'est important de devenir éco-responsable aujourd'hui. On a tous notre responsabilité. Il y aura bien sûr quelques données chiffrées un petit peu pour illustrer tout ça. Et on a aussi fait une petite liste d'outils qu'on remettra sur les réseaux sociaux aussi après le webinar. Mais voilà, il y a 6-7 outils, que ce soit des applications ou des sites, qui peuvent être utiles à tous, justement, que vous connaissez peut-être même déjà, mais qui peuvent être utiles à tous et qui prennent très peu de temps en fait à télécharger, à s'en servir. C'est des choses qui prennent parfois 1 minute par jour, mais qui peuvent contribuer à plein de choses. Avant d'aborder le listing, Cassandra, je vais peut-être te laisser aborder un petit peu les axes principaux qu'on va aborder pendant le webinar. Oui, bien sûr. Donc, on avait tout d'abord tout ce qui est gestion des fournitures, donc par exemple, tout ce qui est papier, on va dire cartouche d'encre, tout ça, donc ce que vous avez besoin de base. Vous avez tout ce qui est la gestion des équipements, donc que ce soit les équipements informatiques, les équipements téléphoniques. Vous avez toute la partie prenante, donc que ce soit vos fournisseurs, vos clients. Vous avez la culture d'entreprise, donc les valeurs que vous voulez mettre au sein que vous voulez implémenter au sein de votre entreprise. Et on peut aussi parler des actions de communication digitale, marketing, pour communiquer autour de votre activité. On pourra bien sûr aussi parler de sobriété numérique à la fin, si vous voulez qu'on discute un petit peu des enjeux et des impacts qui peuvent en découler. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Quentin, ou pas. Non, c'était ça. Et puis après, peut-être évoquer les points, les premiers points qu'on avait évoqués sur justement pourquoi devenir éco-responsable aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est des points que je peux aborder. C'est assez rapide, mais grosso modo, pourquoi devenir éco-responsable aujourd'hui à titre personnel ou même dans votre entreprise? C'est déjà pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de votre entreprise, d'améliorer votre image de marque en mettant en avant des valeurs en lien avec l'écologie. Peut-être que certains d'entre vous le font et n'hésitez pas à réagir justement dans les commentaires en nous disant déjà si vous pensez être éco-responsable. Ça nous intéresse parce que parfois on l'est sans même le savoir. Donc, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Il y a aussi diminuer certains coûts en utilisant des énergies renouvelables et en améliorant les ressources que vous utilisez déjà. Ça, on y reviendra dans le listing juste après. Adopter des mesures qui deviendront obligatoires pour toutes les entreprises d'ici quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une transition qui est hyper importante pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on est, à titre personnel, je pense qu'on est sur la bonne voie et que devenir éco-responsable, ça deviendra vraiment pas forcément une obligation, mais quand la majeure partie des gens seront éco-responsables, je pense que ça poussera les gens qui ne le sont pas à le devenir. Et le dernier point, c'est renforcer votre culture d'entreprise en partageant des engagements avec vos salariés, avec vos prestataires. Donc voilà, c'est les 5 points qu'on a listés qui font que cette transformation doit avoir lieu pour votre entreprise ou vous à titre personnel dans votre vie d'entrepreneur.
Euh, je propose on commence peut-être avec le petit listing. Je vais te laisser commencer si tu veux, Cassandra. Ouais, donc on avait dit qu'on parlerait de la gestion des fournitures. Ouais, Donc c'est peut-être un point qui peut être assez classique à évoquer. Donc c'est par rapport à votre gestion du papier. On dit toujours qu'il faut faire attention à sa consommation, imprimer ce qui a besoin d'être imprimé. Je pense que c'est quand même important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est quand même un point qu'on peut penser banal, mais parfois on oublie. Donc toujours faire attention à sa consommation. Par exemple, si vous avez besoin, si vous avez besoin d'imprimer quelque chose, mais qui n'a pas besoin d'être diffusé ou autre, vous pouvez par exemple imprimer sur du papier recyclé. Par exemple, à Pôle emploi, je sais que eux, lorsqu'ils fournissent les bacs d'imprimante, c'est du papier recyclé qu'ils approvisionnent ouais, pour leurs bacs. Et sur ce thème de papier recyclé, faut aussi regarder la gestion de fin de vie de vos imprimeries. Donc, c'est-à-dire que faut pas le jeter n'importe où. Il faut aussi regarder où est-ce que je peux recycler le papier qui part à la poubelle. Vous avez des associations qui s'occupent de collecter du papier pour les amener au recyclage. Donc, ils font ça pour souvent financer des projets associatifs. Et vous avez aussi des entreprises spécialisées donc, qui vous fournissent avec des bacs. C'est vraiment des bacs de type, comment on pourrait dire, comme des grosses poubelles en fait en carton que vous disposez au sein de votre entreprise. Et ils s'occupent en fait de collecter votre papier, de l'amener au recyclage et ainsi de suite dans un cercle vertueux en fait. Voilà. Il y avait aussi par rapport à la gestion des encres. Donc, il faut faire attention. Vous avez des encres, il me semble, qui sont labellisées par rapport soit aux composants qui sont utilisés ou bien au packaging qui est utilisé, donc soit un peu moins de plastique ou du plastique recyclé. Voilà. Tu avais quelque chose à dire par rapport au papier? ouais. À titre d'exemple, par exemple, Cassandra, quand tu es chez Cobalt, est-ce que vous êtes sensible à ce premier élément du listing, justement sur la consommation de papier? Et toi, à titre personnel, est-ce que tu es quelqu'un qui imprime beaucoup de trucs ou est-ce que tu t'essayes de numériser au maximum? Cobalt. J'essaye de numériser. Et puis après, c'est vrai qu'à Cobalt, on a une imprimante mutualisée. Donc Ouais, déjà, ça réduit les coûts par rapport aux coûts qu'on peut avoir sur l'équipement. Après, quand j'ai besoin d'imprimer, j'imprime, bien sûr. Et si c'est des papiers qui sont imprimés que d'un côté, je les réutilise en brouillon. Donc j'ai un bac à côté de ok, mon bureau avec un tas de feuilles de brouillon. Après, moi, j'ai un petit Anthony, ok. conseil. défends-toi. Ouais, après, justement, j'ai un petit conseil pour tous les futurs utilisateurs de Cobalt, c'est que l'imprimante tombe souvent en panne, donc comme ça, on n'imprime pas. Donc, on est un entrepreneur éco-responsable. On n'a pas de poubelle sélective, hein, pour info. On en a une, mais elle est mal indiquée pour le coup. Elle est C'est située ça. en bas derrière l'accueil. Derrière l'accueil. Donc, peut mieux faire chez nous. Exactement. Justement, est-ce qu'il y a quelqu'un, alors juste pour faire une petite intervention par rapport au club, sur tous les événements que j'organise avec le club, moi aussi j'essaye d'être éco-responsable. J'imprime très peu, voire pas du tout d'affiches. Je mise à fond sur le digital et sur la communication sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est quand même encore dans l'esprit des gens le papier, ça va jamais vraiment disparaître. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des affiches dans la rue ou sur des panneaux numériques. Mais voilà, en tout cas, la vision du club là-dessus, c'est vraiment d'essayer de. Enfin, là, par exemple, pour cet événement-là, on a joué sur le numérique à fond parce que il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Il y a des campagnes de publicité qui sont disponibles aussi sur les réseaux sociaux, qui sont très efficaces et qui sont parfois peu coûteuses. Donc, je pense qu'il y a plein de solutions alternatives qui existent au papier.
D'ailleurs, par rapport à ce premier élément du listing, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir et peut-être quelqu'un qui utilise beaucoup de feuilles de papier ou qui essaye de se digitaliser de plus en plus. On a Sébastien Fouteau qui nous fait un retour dans les commentaires en nous indiquant pour les archives, l'empreinte carbone n'est-elle pas plus forte sur le long terme, si stockage dans le cloud par exemple, que de garder des archives papier. Donc ça, à mon avis, ça va être la question pour Cassandra. Alors effectivement, quand on numérise, quand on va garder de l'archive sur le cloud, il y a un impact qui se fait, parce que pour le coup, c'est des données qui sont stockées sur les data centers. Après, par rapport à la balance sur les documents numérisés ou les documents imprimés, il faut voir en fait l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, si c'est un document qu'on va avoir besoin d'aller rechercher, si vous voulez passer sur du numérique, il vaut mieux télécharger le document, donc il est stocké que sur votre équipement, sur votre ordinateur, téléphone ou autre, plutôt que d'être stocké, donc d'aller recharger la page à chaque fois que vous en avez besoin. Donc c'est mieux dans ce cas-là de le télécharger. Après, vraiment, s'il y a un intérêt d'archivage papier pour que ce soit stocké sur vraiment le long terme, bah, c'est vrai que c'est mieux personnellement, mon point de vue, c'est mieux d'aller voir sur l'archivage papier que plutôt de l'avoir sur l'outil informatique. Sachant qu'on précise quand même que c'est pas forcément ne plus utiliser du tout de papier, en fait, mais c'est moins en utiliser. Par exemple, Jamila qui dit « J'aimerais diminuer l'impression de doc, mais je dois imprimer pour mieux intégrer les éléments, car sinon sur PC, je n'y arrive toujours pas. Je n'y arrive pas toujours. » Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours en fait j'ai un cahier où je prends des notes et c'est vrai que le fait d'écrire les choses, parfois, on les assimile un petit peu mieux que de lire en fait sur un iPad ou sur un ordinateur. Après, ouais, chacun le fait un peu à sa sauce, quoi, mais comme je le répète, je pense que ce qu'il faut, c'est diminuer sa consommation et ne pas imprimer quelque chose qui va être jeté dans la minute, quoi. Donc, pour te répondre, Jamila, pas forcément un conseil, mais je sais pas, peut-être noter, enfin, quand tu lis quelque chose sur ordinateur, peut-être noter des mots-clés ou je sais pas quelle mécanique tu utilises habituellement, mais après, si c'est une façon pour toi de mieux intégrer les éléments quand tu les imprimes, je pense que c'est bien de le faire, mais d'essayer de le réduire au maximum, quoi. Bon, on va passer au deuxième point. Moi, le deuxième point que j'ai noté, c'est l'utilisation d'un moteur de recherche écolo. Donc, le plus connu, c'est Ecosia. Je crois qu'il y en a d'autres, hein, mais moi, je sais que j'utilise celui-là. J'utilise Ecosia, en fait, qui est un moteur de recherche qui reverse 80% de ses revenus à la reforestation dans certains pays du monde. Donc, en fait, à chaque fois que vous faites une recherche sur Internet, vous contribuez à la plantation d'arbres dans certains pays comme le Brésil ou la Tanzanie. Et en fait, il vous faut faire 45 recherches pour planter un arbre. En fait. Et ce qui est bien, c'est que le moteur de recherche Ecosia, il est alimenté à 200% par des énergies renouvelables. Et surtout, il ne revend pas vos données à des annonceurs. Et chaque mois, vous avez aussi un rapport qui est publié pour savoir en fait ce qui a été fait par rapport au nombre de recherches qui a été effectué sur le moteur de recherche. Donc en fait, c'est hyper simple. Je ne sais pas si vous êtes sur... donc moi, par exemple, je suis sur Mac. Vous avez juste à télécharger en fait Ecosia sur l'Apple Store et en fait il va directement, c'est un module supplémentaire qui va se mettre dans votre Safari et ensuite vous pouvez l'utiliser de manière hyper simple. Ça fonctionne comme Google en fait. Vous lancez votre recherche et vous avez un petit badge qui vous dit
combien d'arbres vous allez planter en fait au fur et à mesure de vos recherches. Là, par exemple, je suis sur la page d'accueil d'Ecosia et il y a 114 millions d'arbres qui ont déjà été plantés par les utilisateurs d'Ecosia. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui coûte absolument rien, sauf en fait télécharger le module. Ça prend 1 minute, et ça vous fait un moteur de recherche qui est sensiblement le même que Google au niveau de l'interface, et qui contribue à l'environnement. Donc je sais pas si y en a qui utilisent si on utilise Google Drive, c'est pas incompatible. Non, c'est pas du tout incompatible. Vous pouvez toujours aller sur Google en fait. Ça change pas grand chose. C'est juste que en fait, quand vous allez faire une recherche, au lieu de taper Google, vous tapez Ecosia et ça fonctionne exactement de la même façon. Donc voilà. Il y a Quentin qui nous dit Lilo. Ça, je connais pas, par exemple. Ça fonctionne avec des gouttes d'eau, en fait. À la place des arbres, c'est des gouttes d'eau. D'accord. Et quand tu récoltes un certain nombre de gouttes d'eau, tu peux financer des projets associatifs, il me semble. D'accord. Ok. Toi, tu utilises Cassandra? Tu utilises un moteur de recherche particulier? J'utilise Google, c'est pas bien. Non, en fait, ce que j'ai remarqué avec Ecosia, c'est que la pertinence des résultats... Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'était au début, j'ai pas retesté, mais c'est vrai que par rapport à la pertinence des résultats, je trouvais pas mon compte. Donc, ouais. Ça me C'est vrai pas. c'est vrai qu'au niveau du référencement des sites, il y a parfois, on trouve pas forcément Ouais. tout. Sébastien qui dit c'est l'index de Bing pour Ecosia, donc moins pertinent Google. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, je pense à nous de nous adapter, adapter en fonction de ça. C'est sûr que Google, il n'y a pas plus complet de toute façon. Mais je pense que ça dépend dans quel secteur on travaille aussi et des recherches qu'on a besoin de faire. Mais voilà, en tout cas, ça s'appelle Ecosia et c'est téléchargeable sur l'Apple Store et je pense sur d'autres plateformes de téléchargement. Voilà pour le conseil numéro 2, donc moteur de recherche. On les remettra, je remettrai à la fin. Je ne sais pas combien il va y en avoir, mais moteur de recherche. Tac. Vas-y, Cassandra, je te laisse enchaîner sur le prochain. Alors, après, on avait la gestion des équipements. Donc, sur cette idée-là, moi, je voulais principalement parler des équipements informatiques. Que ce soit donc, ordinateur pro, téléphone pro. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que vous pouvez vous équiper, mais selon vos besoins. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir le dernier MacBook Pro si vous faites que de la bureautique, c'est-à-dire traitement de texte, répondre à des mails ou des activités de base. Pareil avec le téléphone, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir le dernier iPhone 12 alors que vous avez juste besoin de répondre à des appels ou autres. C'est vraiment s'équiper selon vos besoins. Donc, c'est aussi vous repositionner par rapport à ce que vous avez vraiment besoin par rapport à votre activité professionnelle. Après, si vraiment vous avez une nécessité d'avoir des équipements performants et que vous n'avez pas peut-être les moyens pour avoir les derniers équipements dernier cri, vous avez la possibilité aussi de vous orienter vers des produits reconditionnés. Vous avez Back Market qui a une offre assez large sur les équipements qui sont disponibles, donc que ce soit des téléphones, vous avez des PC, vous avez des montres connectées. Bon, ça, c'est pas nécessaire dans une activité professionnelle, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment pas mal, ça évite aussi, ça permet de revaloriser les équipements sur une seconde vie. Et même aussi pour la gestion de vie, si vous voulez vous débarrasser entre guillemets des équipements, vous pouvez aussi vous tourner vers ce genre d'entreprise pour gérer la fin de vie du matériel. Il y a aussi les ateliers du bocage pour faire ça.
Il y a aussi une autre solution, c'est de louer au lieu d'acheter. Quand vous louez, on fait souvent référence à l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer l'usage que vous faites du matériel plutôt que de vraiment payer pour le matériel. Et en fait, en faisant ça, le vendeur, en fait, il a tout intérêt à ce que votre matériel il dure sur le long terme plutôt que d'avoir des équipements qui durent 1 ou 2 ans. Donc, je pense que c'est tout bénéf pour tout le monde. Et puis, d'un côté, ça évite d'avoir des équipements qui sont produits, parce qu'après, ils peuvent aussi les reconditionner. Enfin, voilà, il y a tout un cercle vertueux qui peut se faire autour de la gestion de vos équipements. Et puis, vous avez aussi le choix des équipements qui sont labellisés. Donc, vous avez par exemple Energy Star. Je crois que c'était dans tes points, Quentin. Ouais. Je ne sais plus où j'avais noté. Ouais, le label Energy Star qui permet de se fournir en équipement informatique avec une efficacité énergétique garantie. Avec des appareils à mise en veille rapide et moins consommateurs d'énergie. Et je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, par rapport à il y a 10 ans, par exemple, on a quand même des appareils qui fonctionnent un peu mieux sur la durée, je trouve. Je prends l'exemple moi j'ai un téléphone, donc c'est un iPhone 8 Plus, et ça fait 4 ans que je l'ai. Je ne fais pas de la pub pour Apple, hein, mais c'est juste pour donner un exemple. Ça fait 4 ans que je l'ai, et en fait, j'ai l'impression que, autant avant, j'avais l'impression que c'était hyper obsolète, les iPhones. Et je trouve que depuis quelques années, là, j'ai aucune envie de changer parce qu'il marche très bien, la batterie, elle marche très bien. Et en fait, la seule raison qui me ferait acheter je sais pas, l'iPhone 12, par exemple, ce serait juste de me faire plaisir, quoi, en gros. Et alors, le truc en plus, c'est que le prix des iPhones, il n'arrête pas d'augmenter. Et la 5G, ouais. Et le prix des iPhones, il n'arrête pas d'augmenter, en fait, pour des innovations, je trouve, qui sont de moins en moins évidentes, en fait. C'est des petites améliorations, que ce soit sur de la photo ou sur ce genre de choses. Bon, après, j'imagine qu'il y a plein de trucs qui sont améliorés, mais en tout cas, à titre personnel, je ne vois pas du tout l'intérêt pour moi de me racheter un téléphone à plus de 1 000 €, quoi. Ah oui, ça dépend de l'utilisation que tu en fais, c'est sûr. C'est ça, et après, comme tu l'as dit aussi, il y a tout ce qui est back market, etc., avec des produits reconditionnés où on peut trouver des téléphones qui sont toujours un petit peu chers, mais moi je dis toujours qu'on fait tellement de trucs avec son téléphone aujourd'hui que finalement, voilà, ça nous sert pour écouter de la musique, ça nous sert de GPS, ça nous sert à aller sur Internet, à faire de la photo. Enfin, c'est cher sans forcément l'être. Donc voilà, et je voulais te dire un autre truc aussi. J'avais une donnée chiffrée sur un des conseils qu'on avait donné avant pour l'utilisation de papier. Moi, j'aime bien les données chiffrées, donc je vais vous en donner une. En fait, il faut 10 litres d'eau pour produire une feuille de papier. Et en fait, les feuilles de papier, ça représente 75% des déchets produits en entreprise. Et le taux de recyclage est seulement de 35%. Donc voilà, c'est pour ça que je pense, je voulais mettre en avant cette donnée pour dire que je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer quand on est à côté de l'imprimante et qu'on décide d'imprimer quelque chose. Pour le matériel, ouais, si vous voulez réagir, je ne sais pas si vous êtes d'accord un petit peu avec tout ce qu'on a dit sur ce conseil-là. Si vous êtes plutôt à acheter les derniers produits à chaque fois, ou si vous vous contentez d'aller au bout de ce que vous avez déjà, et si vous êtes sensible un petit peu à ce petit conseil. Plutôt acheter le dernier iPhone, ouais. Bah ouais, de toute façon, on est tous différents, mais Même si après, je sais très bien qu'il y a des efforts à faire là-dessus pour justement réduire l'empreinte carbone et éviter d'avoir à racheter un téléphone sans pour autant trop savoir quelles sont les nouvelles améliorations, hormis les capteurs photo et compagnie.
exactement. Et je pense qu'on est aussi on est vachement poussé aussi par les réseaux sociaux, par la publicité, etc., qui nous font penser qu'on va toujours avoir l'air plus cool avec les derniers produits. Mais je pense que ça joue beaucoup, tu vois, au-delà des performances. Et moi, le premier, hein, franchement, j'ai plein de produits Apple aussi, mais parce qu'il y a ce côté, hyper pratique, en fait, que tous les appareils Apple sont reliés. Après, c'est la stratégie aussi, je pense, de la marque, hein, et c'est pour ça qu'on paye aussi ce prix-là, je pense. Mais, Je pense aussi qu'il y a une problématique réglementaire, c'est Philippe Chaléron. ouais, Une problématique réglementaire européenne. Il y a des efforts qui sont faits actuellement pour l'obsolescence programmée au niveau de l'Europe, mais de manière largement insuffisante. Je vais vous donner un exemple vécu la semaine dernière. Je vais passer à la fibre chez moi pour la box. Et je vais passer à la fibre parce que la box que j'avais en ADSL donnait de plus en plus de signes de faiblesse. C'est-à-dire qu'il y avait des coupures permanentes. Enfin, c'était vraiment handicapant, surtout en mode télétravail comme actuellement. Et donc, je suis allé exiger par Bouygues lui-même, qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je change ma box ADSL, parce que l'autre était obsolète, en fait. Je suis allé changer pour une nouvelle box, alors que dans une semaine, je reçois la fibre d'un autre opérateur, accessoirement. Donc, il y a quand même aussi dans la réglementation et dans la capacité des fournisseurs de produits, hein, quels qu'ils soient, un petit effort à faire pour ne pas rendre les box ou les autres produits obsolètes dans des délais trop rapides. Et sans jouer la théorie du complot, parce que c'est très éloigné de mes habitudes, je me demande quand même s'il n'y a pas sournoisement des actes de la part des opérateurs pour nous inviter à aller vers des technologies plus récentes. Je pense à la 5G, je pense à la fibre, hein, en dégradant en fait la qualité de la réception de nos appareils. J'ai le même souci avec un tout nouveau téléphone que j'ai depuis 3-4 mois, qui reçoit 10 fois moins bien la réception hertzienne, hein, pour avoir simplement un appel téléphonique. En plein centre de Poitiers, je ne reçois plus maintenant mes appels que si je monte au 2e étage chez moi. Et ce n'était pas le cas avant. Et l'iPhone 8 de ma femme, avec le même opérateur, a des réceptions tout à fait correctes. Donc, je me demande aussi s'il ne dégrade pas la qualité. Alors, c'est peut-être parano, hein, mais s'il ne dégrade pas la qualité des réceptions pour nous faire passer sur la 5G pour les opérateurs de téléphonie, la fibre pour les opérateurs, j'en sais rien, de box. Enfin, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'ordre à mettre auprès des gens qui sont émetteurs de tous ces produits, qui les fabriquent. Et voilà. ouais, non, je suis assez d'accord. Après, je pense que ça dépend aussi des opérateurs. On voit beaucoup de pubs aujourd'hui tout ce qui est Soch, etc. Donc les branches un petit peu discount des différents grands groupes comme SFR, Orange, etc. Et moi, j'ai testé un peu les deux et je trouve qu'en fait, tant qu'on met pas forcément le prix, enfin, c'est sûr que Soch, ça coûte, je crois que le minimum, ça doit être 4 euros, je crois, par mois. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout le service, attendu. Moi, c'est pareil, j'avais beaucoup de mal à capter dans mon appartement, alors que maintenant, en fait, je suis passé chez Orange. Ça coûte un petit peu plus cher, mais la réception est très bonne. Et après, pour les box Internet, moi, je suis assez d'accord avec toi aussi, Philippe, sur l'obsolescence programmée un petit peu de ces box-là. Moi, j'avais eu ce problème-là avec SFR, où en fait, au fur et à mesure des années, la box marchait de moins en moins bien. Et comme tu l'as dit, quand on est en télétravail, là, je viens de changer d'opérateur. Pareil, on est en train de m'installer la fibre aussi, mais il y a plein de problèmes d'installation aussi. Donc, ouais, je pense que sur certains produits, je pense que tu as raison, ça s'use très vite, même si ce que je disais tout à l'heure par rapport au téléphone, je trouve que c'est moins pire que quand on était sur les iPhone 4 ou les iPhone 5, par exemple, où vraiment
au bout de 2-3 ans, tu changeais de téléphone parce que ça marchait plus du tout, quoi. Là, je trouve ils ont Ça quand progresse même, peut-être un peu, ouais. voilà, ça progresse un peu. En tout cas, à titre personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, moi sur le mien, là, il marche. Alors peut-être qu'il marche moins bien que quand je l'ai acheté, mais en tout cas, j'ai pas du tout besoin d'en changer, quoi. Que penser aussi des constructeurs high-tech Apple qui ont des programmes de recyclage, incitation à renouveler plus souvent son iPhone? Ouais, bah ça, je sais pas vraiment. Je sais qu'ils le font. Après, c'est repris une bouchée de pain, hein, je pense parfois aussi, Il me semble, ouais. mais pourquoi pas. Après, je pense que peut-être que je m'y intéresse pas assez, mais est-ce qu'il y a une transparence justement sur le recyclage des téléphones? Est-ce qu'on sait ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'on sait où ça part? On ne sait pas, quoi. Je pense peut-être qu'on verra un complément d'enquête dans 2 ans sur Apple qui bazarde tous ses téléphones à un endroit Ouais. dans le monde. J'en sais rien, mais ouais, ce serait intéressant d'avoir de la transparence comme en fait ce qu'on disait sur Ecosia, quoi. Vous allez sur le site d'Ecosia, en fait, il y a très très peu d'infos, mais il y a exactement ce dont on a besoin, quoi. C'est transparent, c'est pertinent et c'est ça qui donne aussi envie de s'investir dans ce genre de choses, quoi. Donc le recyclage, je pense que c'est très bien, mais à voir si jamais il y en a qui en savent un petit peu plus là-dessus. Pour les derniers modèles, je pense que ça dépend des besoins. Les derniers iPhones avec toutes les options. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, de toute façon, plus on avance et plus les téléphones sont performants et sont pratiques à utiliser, quoi. Bon, voilà, on va pas forcément. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le matériel, Moi, Cassandra. non. Je vais passer au 4e point. Alors, la vie d'entrepreneur ou la vie en entreprise, ça se passe donc la plupart du temps dans une entreprise, mais ça se passe aussi en dehors. Et moi, je voulais faire un point sur tout ce qui est déplacement, en fait. Comment vous allez au travail, donc en voiture, en covoiturage, en vélo, à pied. Je trouve que c'est quelque chose où, pareil, encore une fois, on peut tous faire un effort là-dessus. La visioconférence aussi qui s'est pas mal développée sur l'année 2020 et qui au final est aussi un moyen de faire des économies et de faire du bien aussi à la planète en se déplaçant un petit peu moins. Donc s'il faut, c'est pareil avec tout ce qui s'est passé cette année, si on essaye de relativiser un petit peu, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte que la visio, ça pouvait être utile et que le télétravail avait aussi des bienfaits. Je pense que c'était pas, on n'avait jamais vraiment eu cette vision du télétravail en France. Donc s'il faut relativiser un petit peu, on peut le faire avec cet aspect-là. Mais ouais, quand je parlais des déplacements, je lisais quelque chose hier d'une étude qui avait été faite par rapport au vélo, le déplacement en vélo, qui disait que si 14% des déplacements dans les grandes villes du monde étaient effectués à vélo, les émissions de gaz à effet de serre diminueraient de 11% d'ici 2050. Et autre stat aussi, la mise en place des services vélo serait la solution idéale pour réduire les émissions de CO2 en passant de 550 kg à 130 kg d'émissions de CO2 par utilisateur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pareil, j'ai vu un article aussi là-dessus l'autre jour, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne sais plus le pourcentage exact, mais c'est énorme, c'est peut-être 40 ou 50% de personnes qui prennent leur voiture pour des trajets qui font moins de 3 km. Donc je ne sais pas comment vous vous déplacez vous pour aller au travail, mais c'est vrai que, alors après je sais que c'est compliqué parfois sur certaines saisons, notamment celles qui arrivent, de se déplacer à vélo ou se déplacer à pied. Mais encore une fois, tout comme le papier, en fait, on ne demande pas forcément de ne plus utiliser sa voiture.
on demande de moins l'utiliser et d'utiliser d'autres moyens pour circuler, comme le vélo, comme la trottinette électrique, comme tous ces moyens-là, en fait, qui sont je pense, des alternatives à la voiture. La voiture, je pense que c'est très pratique pour plein de choses, mais c'est vrai que parfois, sur des petits trajets, c'est bien oui, Sébastien, tu dis le train, oui, le train aussi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein d'alternatives. Et ça aussi, je pense que c'est en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié d'entreprise, je pense que c'est quelque chose où on peut tous être sensibilisés et puis un petit peu influencer aussi ses collègues parfois sur tous ces aspects-là de circulation et plus forcément fonctionner par habitude et parce qu'on a toujours fait comme ça, alors on continue de le faire. Et parfois, le truc qui est bien, c'est que quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, en fait, après, on prend l'habitude et puis qu'on se dit, au bout d'un an, voilà, je crois qu'on travaille 220 jours par an, je crois, quand on est en entreprise. Et c'est vrai qu'après, quand on fait les calculs de la consommation d'essence, l'argent que vous dépensez aussi dans l'essence sur des trajets parfois qui peuvent être faits en covoiturage aussi, par exemple. Voilà, il y a plein d'alternatives, je pense, qui peuvent contribuer à se rendre éco-responsable aussi sur cette partie-là. Donc voilà, dites-moi si je me trompe ou quoi. J'ai pas du tout la science exacte, hein, mais moi je vous donne juste mon avis d'entrepreneur et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument faire comme ça, mais ça nous intéresse d'avoir ça nous intéresse d'avoir votre avis. Et temps de repenser les pistes cyclables. Ouais, oui, ça c'est sûr, surtout à Poitiers. Si quelqu'un a compris la piste cyclable sur la pénétrante, qu'il se manifeste, bien sûr. Mais non, mais c'est sûr qu'à Poitiers, il y a des efforts à faire, mais avec l'équipe en ce moment en place à la mairie, je pense qu'on peut quand même être assez optimiste sur ce qui va se passer. Sébastien qui dit « Le plus difficile, c'est pour moi de dire à mes clients que le déplacement n'est parfois pas nécessaire. Tout dépend de la sensibilisation des entreprises. » Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense qu'avec l'année qu'on vient de passer, à mon avis, je pense qu'on a tous, on revoit tous un petit peu nos priorités et je pense que les clients peuvent aussi le comprendre que, alors certes, la rencontre physique est toujours très importante, mais pas tout le temps, quoi. Alexandre qui utilise le vélo. Ouais, après, c'est bien. Toi, Cassandra, tu utilises quel moyen de locomotion? Voiture et vélo et marche. Ok. Parce que pour le coup, Cobalt, c'est en ville, on va dire que le parking est un peu cher. Donc voilà, pareil, économie et puis un petit geste aussi pour la planète, quoi. Ouais. Mais ça, en plus, tu soulèves une problématique là concernant les parkings. C'est vrai que ça, c'est une problématique pour plein de gens, que ce soit pour aller travailler, mais aussi pour aller faire ses achats, etc. en ville. Ouais. Ça a toujours été une problématique. Après, on n'y pense pas forcément. Enfin, si, il y en a plein qui le prennent. Mais le bus, par exemple, qui est quand même très pratique. Et il y a un système assez développé sur Poitiers. Donc, ah oui, tu as des zones, voilà, je pense par exemple au campus, tu as une zone pour vraiment, tu déposes ta voiture, tu prends le bus après pour aller dans différentes zones, quoi. Mais il y a pas mal en tout cas, il y a pas mal d'options, quoi. C'est sûr que il y a des la nouvelles voiture options reste peut-être. aussi. Oui. Tu vois, il y a beaucoup de nouvelles options. Tu as évoqué les vélos, bien sûr, les trottinettes électriques, les scooters électriques qui sont en train de sortir à des prix très accessibles. Pour la circulation entre le périurbain et l'urbain, c'est pas forcément idiot parce qu'il n'y a pas de problème de parking et on fait des énormes économies à l'usage. Et pour les déplacements plus lointains, alors je vais faire de la pub pour mon job, hein, mais la mobilité électrique est en train de prendre un essor considérable dans le monde entier. Depuis notamment la phase de confinement, les ventes ont explosé depuis 8 ou 9 mois. C'est super encourageant. Alors, je sais qu'il y a des débats sur
la profondeur écologique des voitures électriques. Ouais. Il y a beaucoup de fake news sur ce sujet. Donc malheureusement, j'avais prévu une super conférence à Cobalt le 16 avril, mais le Covid en a décidé autrement, pour sortir un peu des fake news, parce que c'est catastrophique ce qu'on entend sur ce sujet. Mais malgré tout, ça progresse beaucoup. Et donc, c'est pas la panacée, bien sûr, hein. Le mieux, c'est le vélo, le mieux, c'est la marche, mais vous savez bien sûr que c'est pas possible pour tout le monde. Voilà, moi j'ai des enfants, deux filles, plus un gendre, et ils peuvent pas utiliser les transports en commun, ils peuvent pas, voilà, donc ils sont tous les trois en voiture thermique, et il n'y a pas d'alternative, quoi. Voilà, ma fille, pour aller à sa dernière année de fac, c'est 1 heure et demie de bus ou de tram à Bordeaux pour rejoindre de Mérignac au quai de Bordeaux. Donc, voilà, elle prend sa bagnole parce que ses journées sont longues, elle a 6 jours par semaine avec l'alternance, et elle n'a pas en plus envie de se rallonger de 2 heures ses journées de boulot. Donc, c'est pas si simple que ça. Et à Poitiers, c'est pareil, hein, les transports en commun, c'est super si vous êtes d'un point A à un point B avec le même bus. Mais si vous commencez à rentrer dans des logiques de changement, etc., ça peut vite devenir un calvaire aussi. Et comme il n'y a pas de problème de circulation, voilà, les gens prennent la facilité du transport individuel motorisé, quoi, voilà. Donc voilà. Mais sachez qu'il y a des solutions aujourd'hui entre les vélos, les trottinettes. Il y a quand même des solutions pour Poitiers qui sont super adaptées aux déplacements urbains, et tout en faisant super attention, parce que faut savoir que les statistiques accidentelles depuis 8 mois sur le vélo sont pas bonnes du tout. Donc, il n'y a pas que le Covid qui tue, hein. Il y a eu plus d'un doublement des accidents mortels en vélo en quelques mois, sur le début 2020. Donc, tant qu'on n'a pas des pistes hyper sécurisées et qu'on ne maîtrise pas un peu son sujet, il faut faire super gaffe, quoi. Ouais. Et toujours l'option, je pense à l'anecdote que tu racontais sur ta fille, toujours l'option du covoiturage éventuellement, quoi. Bien sûr. Ça reste quelque chose enfin, il y en a de plus en plus aussi. Donc, si vous prenez votre voiture et que vous n'avez pas le choix, c'est vrai qu'il y a toujours cette option-là qui peut être disponible. Covoiturage et location de voiture de particulier. Moi, j'ai loué ma voiture pendant 2 ans à des particuliers parce qu'elle était très peu utilisée. Je trouvais ça con. Donc, tout le monde était content, quoi. Sur Drivey, c'est ça, non? Wicar. L'application qui fait ça. Moi, c'était Wicar, mais Drivey, je pense que c'est une filiale de la SNCF, mais c'est la même chose. D'accord. Ok. Bon, pas mal d'options. Cassandra, je te laisse enchaîner. On avait la culture d'entreprise. Donc, on en a parlé un tout petit peu par rapport à la sensibilisation qu'on peut avoir si on a des collaborateurs avec nous. Ça peut être compliqué. Ça peut être un long périple aussi. Mais je pense que c'est tout bénef aussi d'implémenter ces valeurs, cette culture et aussi cette stratégie dans votre entreprise, notamment au travers de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Moi, j'ai vu une étude qui a été faite par une école à Bordeaux, je crois, sur la capacité d'attraction des jeunes talents quand vous mettez en place une politique RSE dans votre entreprise. En fait, les jeunes aujourd'hui, les jeunes diplômés, les jeunes talents, ils ont plus tendance à se diriger vers des entreprises qui ont des valeurs éco-responsables, engagement envers la planète, plutôt que des entreprises qui ne prennent pas en compte en fait ces problématiques-là. Et donc, il y a une capacité d'attractivité de ces jeunes talents qui aujourd'hui, on est en 2020, c'est un peu compliqué, je pense, par rapport au marché du travail. Mais il y a vraiment un aspect positif de mettre ça en place au sein de votre entreprise. Et si vous avez des problèmes pour sensibiliser vos collaborateurs, vous pouvez toujours mettre en place, par exemple, des phases de sensibilisation au développement durable, à l'écologie. Je sais qu'à Cobalt, en septembre dernier, on avait mis en place une session du Cyber Cleanup Day. Donc, en fait, l'objectif, c'était de sensibiliser les participants
à l'impact des données digitales sur l'environnement, donc c'est-à-dire tout ce qui était email qu'on stockait inutilement, les documents que vous stockez sur votre ordinateur, sur votre drive, qui prennent de la place et qui impactent aussi l'environnement du fait de leur stockage permanent. Il y a aussi tout ce qui est atelier collaboratif, donc ça peut être des fresques du climat. On en organise une à Cobalt le 3 décembre. Voilà, il y a les fresques du numérique, donc qui sont un peu qui est sur le même principe, mais du coup plus tourné vers l'impact du numérique sur l'environnement. Donc il y a plein de petites solutions que vous pouvez mettre en place pour vous aider à sensibiliser un peu plus les personnes qui travaillent avec vous et qui auraient peut-être tendance à vous dire ouais, bon, l'écologie, on en entend toujours parler, il y en a marre, quoi. Mais je pense que c'est quand même important de les sensibiliser. Voilà. Ok. Des petites réactions par rapport à cette sensibilisation, justement. Peut-être poser la question comment et pourquoi vous avez envie de devenir plus éco-responsable, mis à part avec ce super webinar que vous êtes en train de regarder. Mais est-ce que vous avez envie de devenir plus éco-responsable parce qu'il y a votre collègue qui vous influence un petit peu, ou est-ce que c'est en lisant des articles sur Internet, en regardant des documentaires Je pense que ça peut être intéressant de savoir comment chacun s'auto-sensibilise aussi, même parfois. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu qui concerne l'écologie, l'environnement. Après, comme le disait Philippe tout à l'heure, faut pas non plus écouter et regarder tout ce qu'on voit parce que on s'en sort pas sinon. Est-ce qu'on a des stats sur les postes des entreprises pour l'empreinte carbone la plus forte? Ça tout dépend de peut-être. l'utilisation, je pense. Ouais. Après, Les grandes entreprises sont obligées. Les grandes entreprises sont obligées de déclarer dans leur rapport annuel maintenant. Alors, je ne sais pas quel est le seuil dans grande entreprise. Hein. Évidemment, le SPN n'est pas obligé de le faire. Mais toutes les grandes boîtes publient des rapports annuels maintenant de développement durable depuis quelques années, où le bilan carbone doit être parfaitement évalué. Et donc, ça permet d'avoir une jauge pour un point zéro, en quelque sorte, pour les entreprises, pour progresser et mettre des mesures en place pour progresser sur ces enjeux-là. Après, sur le plan individuel, pardon de réagir, mais c'est des sujets qui me passionnent. Non, vas-y, je t'en prie. Sur le plan individuel, je pense que c'est... Alors, je parle évidemment pour moi, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens. Je pense que c'est très important de rentrer dans une écologie désirable ou des modifications dans le comportement qui soient désirables. Si on rentre par la logique punitive, par la logique contraignante, c'est très compliqué. Donc, moi, très clairement, je suis mauvais sur certains sujets. Voilà, je le dis clairement, je suis même parfois très mauvais. Et du coup, j'essaie de compenser fortement par d'autres émissions de CO2 où j'essaie d'être bien meilleur que d'autres. Alors, c'est plus facile pour plein de raisons pour moi, hein, etc. Niveau de vie, patati patata. Enfin, voilà, je sais très bien que c'est encore compliqué hein, sur le plan financier pour beaucoup de gens de progresser. Mais voilà, j'essaie de faire une compensation et j'essaie d'aller dans les efforts les plus faciles à atteindre. En fait, la règle des 80-20, vous savez, la fameuse règle des 80-20 où on fait 20% d'efforts pour 80% de résultats obtenus. Et je pense qu'il faut pousser les gens vers ça, quoi. Et évidemment, les trois axes importants vis-à-vis du CO2, hein, aujourd'hui, qui est quand même le problème majeur, c'est le transport, le logement, il ne faut pas le négliger, le logement. Et puis après, c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas, donc agriculture, industrie. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Mais logement, transport, c'est 60% à peu près des émissions de CO2 en France. Et on a tous individuellement des leviers importants pour progresser. Voilà. Après, ce n'est pas simple. Hein. On est en télétravail en ce moment. On baisse nos émissions de CO2, on les augmente dans le chauffage de la maison parce qu'on a besoin de plus de confort. Voilà. Donc, si on est chauffé au gaz, on va avoir tendance à monter de
de 19 à 21, 22, parce que voilà, quand on est statique dans un bureau à la maison, faut chauffer un peu plus. Donc tout ça est compliqué. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté punitif. Je pense que ça marche pas, ça marchera jamais. Et plus être dans une démarche un peu plus informelle et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui marche très bien, c'est la bienveillance aussi, quoi. C'est faire Bien sûr. comprendre que si on fait telle chose, c'est parce qu'il va y avoir ce genre de résultat et ne pas dire si vous faites ça, ça va être super grave, etc. Je pense c'est vraiment l'approche parfois qui change tout, quoi. Et après, je pense que c'est à nous de choisir les différentes plateformes qu'on utilise ou les différents documentaires qu'on regarde pour choisir les bons, en fait, et pour en tirer quelque chose, même si sur 1 heure et demie de documentaire, on va retenir une seule idée, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà bien, quoi. Donc voilà pour ce point-là. Le prochain point, je vois que l'heure tourne. Le prochain point que j'avais envie d'aborder, moi, c'était le côté alimentation en entreprise. Donc tout ce qui est donc manger, boire. Et donc la première chose, c'est se faire livrer à manger quand on est dans son entreprise. Je prends l'exemple de Poitiers. Aujourd'hui, alors je vais faire un petit peu de pub parce qu'ils sont partenaires du club, mais c'est une entreprise locale qui s'appelle La Poite à Vélo, qui a un système de livraison local éco-responsable, qui est en vélo. C'est une toute petite structure qui a pas mal de partenariats avec des restaurants et des commerçants dans le centre de Poitiers et qui propose de la livraison alors de nourriture mais aussi de matériel ou je crois qu'ils font le matériel médical. Enfin voilà, ils font pas mal de petites livraisons et je trouve que c'est une entreprise qui a vraiment le mérite d'exister parce que je suis pas en train de faire un procès à Deliveroo, Uber ou tous ces grands groupes, mais je trouve que c'est un service qu'on a la chance d'avoir en fait dans une petite ville comme Poitiers, et je trouve que pour faire tourner un petit peu l'économie locale, bah en fait je me dis ça coûte pas grand-chose, encore une fois, parce que Uber, on passe par une application. La Poite à Vélo, ils n'ont pas d'application, mais ils ont un site internet. Et je me dis que ça prend 2 secondes et ça fait tourner l'économie locale. Ça aide les commerçants qui en ont bien besoin aussi en ce moment. Et en plus de ça, quand vous êtes adhérent du club, vous avez la livraison gratuite. Donc, c'est le moment d'en profiter, quoi. Non, mais voilà, je plaisante, mais non, enfin, c'est vrai ce que je dis, mais voilà, tout ça pour dire que réfléchir aussi à 2 fois avant de se faire livrer de la nourriture, et qui, pour le coup, ces grands groupes comme, je prends l'exemple d'Uber, par exemple, ne contribuent pas du tout, en fait, à l'économie locale, en fait. Donc voilà, encore une fois, c'est pas supprimer totalement l'utilisation de ces applications-là, parce que forcément, une entreprise comme La Poite à Vélo a forcément ses limites aussi. Ils n'ont pas 36 livreurs non plus, mais ça reste quand même un service qui est assez complet. Alors, il y a pas mal de personnes avec qui j'ai discuté qui trouvent que le service est trop cher. Mais si on raisonne un petit peu, le service est cher parce que ils sont 3 dans l'entreprise. C'est pas une grosse multinationale qui fait du volume. Donc forcément, le service est un petit peu plus cher, mais le service pour moi est utile et bénéfique au bon fonctionnement de l'économie locale et des commerces. Donc ça, c'était le premier point. Donc pour tout ce qui est livraison de nourriture. Après, tant mieux si vous amenez votre nourriture directement au bureau, c'est encore mieux. Mais voilà, sur cette option de se faire livrer à manger, il y a cette option-là
Je rajoute aussi qu'il y a une application qui s'appelle Too Good To Go, qui est une application française qui a été lancée en 2016 et en fait qui propose aux commerçants comment dirais-je, de liquider un petit peu leurs invendus de fin de journée en fait. Donc ça c'est pareil, c'est une application que vous pouvez retrouver sur l'App Store. Et en fait, vous avez juste, je crois, à booker l'heure à laquelle vous comptez passer. Voilà, Too Good To Go. Et ils ont pas mal de commerçants. Donc ça, c'est dans toute la France. Hein. Il n'y a pas que à Poitiers, mais à Poitiers, ça se fait. Et ça vous permet, en fait, après votre journée de travail, d'aller chercher en fait des invendus et des denrées alimentaires qui vont pas forcément être utilisées et que vous allez payer à prix hyper réduit, quoi. Voilà, ça c'est les deux choses un petit peu alimentaires. Et la troisième des choses, c'est l'utilisation de gourdes et de tasses, donc pour l'eau et puis pour le café. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait 220 jours de travail par an par personne à peu près, hein, c'est une moyenne. Mais donc si vous buvez 2 cafés par jour et que vous prenez 2 gobelets, ça fait quasiment 500 gobelets en plastique sur l'année. Je sais qu'à Cobalt, c'est pas comme ça parce qu'il y a des tasses et que vous pouvez aussi amener la vôtre. Mais voilà, c'est pareil, ça s'est inscrit aussi dans la routine de chacun d'avoir de prendre son café, une machine où il y a des gobelets en plastique. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas, c'est un comportement consommateur pas forcément difficile à adopter, je trouve. Vous venez avec votre mug. Après, c'est peut-être pas forcément possible sur certaines machines. J'en sais rien. Je connais pas forcément assez de trucs. Je sais qu'à Cobalt, c'est possible. Donc, j'imagine que dans d'autres structures, je pense que c'est aussi simple de le faire, quoi. Donc ça, plus les enfin, j'ai parlé des gobelets, mais c'est pareil. Si vous avez des touillettes en plastique, c'est la même chose, quoi. C'est aussi 500 touillettes peut-être qui vont être utilisées pour pas grand-chose, quoi. Et l'autre, donc il y a le mug et il y a la gourde aussi. Petite stat sur la gourde et sur la consommation de plastique. Juste en France, hein, il y a 25 millions de bouteilles en plastique par jour qui vont à la poubelle et seulement 49% d'entre elles sont recyclées. Donc, je pense que la stat parle d'elle-même et c'est vrai que l'achat d'une gourde aujourd'hui, rien qu'à Poitiers, c'est hyper simple d'en trouver. Vous en avez partout. Ça coûte entre 20 et 30 euros si vous voulez une gourde assez bien, quoi. Et voilà. Après, je pense que j'ai même pas besoin de dire en quoi ça peut être bénéfique parce que voilà, vous utilisez plus de bouteilles en plastique, vous avez votre propre gourde. Voilà, ça pareil, quoi. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup aussi. Et en plus, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a sa propre gourde, moi, à titre personnel, je raisonne comme ça. Je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? C'est quand même tout con, quoi. Acheter une gourde et de ne plus avoir à acheter de bouteilles plastiques, quoi. Aujourd'hui, vous avez de l'eau quasiment partout, quoi. Vous pouvez aller dans un bar pour prendre de l'eau, vous pouvez aller n'importe où, vous trouvez de l'eau, quoi. Donc, après, il y en a qui vont me dire que l'eau est trop calcaire à Poitiers, je sais. Mais bon, voilà, il y a plein de solutions, quoi. Jamila qui dit que les thermos froids et chauds sont utilisables en toute saison. Ouais, et bien sûr. Ça, il y a les gourdes, mais il y a aussi les thermos, quoi. Si vous n'avez pas envie de boire le café de chez Cobalt, vous pouvez aussi mettre le vôtre dans un thermos et l'emmener au travail. Enfin, il y a vraiment plein d'alternatives qui peuvent vraiment faire réduire la consommation de plastique, quoi. Voilà, c'était le point un petit peu alimentaire. Pareil, on le remettra aussi dans les points, quoi. Je sais pas combien on en est en fait là, Cassandra. Je pense qu'on a peut-être 6 ou 7, je pense. Ouais. Je si tu veux, tu peux peut-être faire un dernier conseil et puis après
Après, moi, je finirais avec peut-être j'ai 7 outils, 8 outils justement pour que tout le monde note un petit peu avant de finir, quoi. Ouais, ça marche. Peut-être finir sur un dernier petit tips. On peut partir sur les outils de communication. Je pense que... alors, je ne sais pas si ça se fait encore ou pas. Ça va être les cartes de visite ou les supports papier que vous pouvez distribuer, communiquer auprès des clients, des fournisseurs ou autres. Il y a une entreprise qui est spécialisée dans les cartes de visite à planter. C'est-à-dire que c'est fait à base de papier recyclé et en fait, ils implémentent à l'intérieur des graines de plantes. Et quand en fait, vous n'avez plus besoin de la carte de visite ou du prospectus, il y a juste à la planter dans le sol et puis à l'arroser, ça vous fera une plante. Voilà, au lieu de le jeter Ok, à la poubelle. trop bien. Je savais pas que ça existait, ça. Super idée. Alors, un autre truc, ça, je sais pas trop si ça se met peut-être dans le matériel. Je prends un peu je regarde un petit peu tout ce qu'on avait noté. Sur le matériel, est-ce que tout le monde éteint son ordinateur aussi le soir? Ça, c'est pareil, si on peut essayer de réduire sa consommation. Éteindre votre ordinateur le soir, le mettre en veille le midi quand vous allez manger. Voilà, ça fait partie des petits efforts qui coûtent pas grand-chose non plus. Donc ça, ouais, plutôt dans le matériel. Je regarde un petit peu les commentaires. Ok, bon, il est 9h40. On va peut-être finir justement par les petits outils à utiliser qui coûtent pas grand-chose, qui sont téléchargeables. Et puis on remettra tout ça sur les petits visuels qu'on publiera aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai fait une petite liste d'outils dont vous pouvez vous servir qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu pendant le webinaire, là. Donc le premier, c'est Ecosia, donc le moteur de recherche écologique que vous pouvez utiliser, qui est un module qui s'ajoute à votre Google Chrome ou à votre Safari. Donc ça, c'est le premier outil dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais le noter, tac, Ecosia. Deuxième outil qui peut être intéressant, c'est un outil qui s'appelle CleanFox. Hop. Donc CleanFox, c'est alors déjà à titre d'info, une newsletter génère 10 grammes de CO2 et les utilisateurs n'ouvrent que 10% d'entre elles. Donc ça veut dire que on reçoit tous des newsletters qui nous servent à rien, qu'on supprime parce que voilà, ça nous intéresse pas. Et donc toutes ces newsletters qu'on consulte pas, en fait, c'est des polluants, c'est des polluants numériques, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que CleanFox a été créé. Ça permet de nettoyer votre boîte mail gratuitement et ça vous évite en fait de recevoir des spams et des newsletters qui vous intéressent plus, quoi. Donc à titre d'exemple, moi je l'avais fait il y a 1 an et là je l'ai refait du coup comme on préparait le petit webinaire, là je l'ai refait. Et en fait l'année dernière, pour vous donner un exemple, quand je l'ai fait, j'ai supprimé plus de 200 newsletters. Alors, ça ne veut pas dire que je me suis abonné à 200 newsletters, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des données qui sont utilisées aussi aujourd'hui sans autorisation. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai économisé 14 kilos de CO2, en gros. Voilà, donc 272 newsletters supprimés.
Donc cet outil, il est entièrement gratuit, c'est très simple à utiliser. Donc voilà, ça c'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est une application qui s'appelle 90 jours. Donc c'est une application gratuite qui vous permet de changer petit à petit votre quotidien, donc en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne, en tant que citoyen aussi, et de réduire votre impact sur l'environnement. Voilà, donc ça c'est pareil, très simple. Troisième outil, ça s'appelle GEEV. Je ne sais pas comment ça se prononce malheureusement. C'est une application qui simplifie les dons d'objets entre particuliers afin de favoriser leur économie circulaire et de lutter contre le gaspillage de ces objets que l'on n'utilise plus. Donc voilà, très intéressant aussi. Le cinquième, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Too Good To Go. Donc une application si vous voulez vous rendre service aux commerçants qui ont des invendus ou pour préparer votre repas du soir ou ce genre de choses. C'est assez intéressant. Autre application qui peut être utile en entreprise, ça s'appelle, pareil, je ne sais pas la prononciation, je suis désolé, User, je pense que ça se prononce comme ça. C'est une application pour scanner les déchets. Donc en fait, cette startup, elle est partie elle a fait une étude et qui a révélé que une personne sur deux jette les emballages dans la mauvaise poubelle. Donc en fait, la startup qui est française, qui a été fondée en 2014, commercialise un petit boîtier qui coûte 99 €, donc qui est disponible en fait à tous les employés de l'entreprise et qui permet en fait de scanner le code barre de l'emballage et de savoir en fait directement en fait dans quelle poubelle on peut la jeter. Donc à titre d'info, 26% des déchets sont recyclés en France contre 40% en moyenne dans l'Union européenne. Donc ça prouve qu'il y a un manque de connaissances aussi en termes de tri sélectif et de recyclage. Donc cette application, donc User, est faite pour ça. Troisième outil, c'est We Act for Good. C'est l'application WAG. Donc ça a été développé par la World Wide Foundation, WWF, que vous avez déjà certainement vu avec un logo de panda. Donc c'est la Fondation pour l'environnement, Fondation mondiale pour l'environnement. Donc ça, c'est une application qui propose 500 défis quotidiens pour adopter des gestes plus écolos avec le bien manger, le zéro déchet, les déplacements, optimiser son énergie, des ateliers aussi do it yourself pour fabriquer vos propres produits ménagers. Enfin bref, il y a plein de petits gestes au quotidien qui peuvent vous servir pour vous, mais qui vous serviront aussi. S'ils vous servent pour vous, ils vous serviront aussi dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, et le dernier outil, Cassandra t'en a parlé tout à l'heure, c'est Back Market, donc qui propose depuis 2014 des appareils reconditionnés, donc téléphone, ordinateur, ventilateur, réfrigérateur, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses, une grande variété de produits, et ce qui vous permettra forcément de réaliser des économies. Voilà, donc on a, il y a combien là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 outils, et puis je pense qu'on a 7 ou 8 conseils aussi, dont on a parlé là pendant 1 heure. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cassandra, mais je pense que c'est assez complet. Ou si tu veux peut-être. Ouais. Donc, alors, vous pourriez redire en quoi consiste. En fait, 90 jours, c'est une application que vous pouvez trouver sur l'App Store ou sur les autres, sur Android, etc. En fait, tous les jours, vous avez un défi, en fait, vous avez un challenge. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est réduire la consommation de tel truc. Par exemple, sur une journée, il peut y avoir utilisez-vous une gourde, par exemple. Ça peut être un des défis, quoi.
Et en fait, on ne peut pas passer au jour suivant. C'est une application qui dure 90 jours, quoi. On ne peut pas passer au défi 37 comme ça, quoi. Donc, c'est pas mal. Ça permet d'y aller une fois tous les jours. Intéressant, quoi. Y a-t-il des labels accessibles aux auto-entrepreneurs pour faire valoriser et crédibiliser notre démarche éco-responsable? Ça, je ne sais pas du tout. Peut-être que toi, tu sais mieux, Cassandra. Alors moi, je suis plus sur des labels numériques responsables, donc pour le coup, j'ai pas d'idée là comme ça. Il y a tout ce qui est label RSE. Après, pour les auto-entrepreneurs, au niveau tarification, je trouve que c'est pas vraiment accessible. Après, la meilleure des choses, c'est peut-être justement de communiquer en fait sur, Ouais. Alors sur pour ce ça, qu'on il y fait, je pense. a l'outil ZEI, donc ZEI, je le mets dans le chat. C'est une plateforme qui vous permet de... Alors c'est un peu payant, ça dépend de l'abonnement que vous choisissez. Ça vous permet en fait de communiquer sur la démarche que vous mettez en place au sein de votre structure. Donc que ce soit pour l'impact environnemental, pour l'axe social ou par rapport à votre gouvernance. Et donc vous avez un nombre de critères à remplir, donc qui est défini par rapport à l'activité que vous exercez. Et en fait, sur les critères, vous avez des justificatifs à donner, donc que ce soit, par exemple, j'utilise des fournisseurs labellisés, donc vous mettez le justificatif. Et en fait, en remplissant tous les critères, vous avez des scores donc, qui s'établissent. Et vous avez la possibilité donc, de partager votre profil, donc, que ce soit sur la plateforme ZEI ou bien sur votre site internet. Vous avez la possibilité donc, de rajouter le petit logo ZEI donc, pour que les visiteurs puissent aller voir votre profil et donc voir ce que vous mettez en place pour avoir une démarche éco-responsable.